Comité français de géologie de l'ingénieur sur le sujet de la stabilité des talus rocheux. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Alain Fleurisson, qui est vice-président du CFGI, et Tristan Bourdin, qui est membre du conseil d'administration, qui prendront la parole successivement pour présenter le travail qui a été mené au sein du CFGI depuis déjà un certain temps, ils nous préciseront, avec le concours de Roger Cogent et Jean-Louis Durville, qui sont tous les deux anciens présidents du CFGI d'ailleurs, sur ce sujet très intéressant à plusieurs titres de la stabilité des talus rocheux. Et donc, sans plus attendre, eh bien, Jean-Alain, à toi la parole. Merci Jean-David et donc bonjour à tous et puis merci pour votre présence en nombre important là pour donc effectivement comme l'a dit Jean-David, la présentation là du mémento du CFJ sur la stabilité des talus rocheux, donc qui devrait être disponible dans les prochains jours ou peut-être prochaines semaines. Et comme l'a dit Jean-David, c'est un mémento qui a été rédigé par Roger Cogent, Jean-Louis Durville, Tristan Bourdin et moi-même. Alors, je voudrais juste profiter quand même de l'occasion là pour faire un petit rappel là sur les objectifs des mémentos du CFJI, donc qui résulte d'une initiative du Conseil qui a été prise il y a 2 ou 3 ans là, de rédiger des documents qui pourraient répondre à des demandes un peu opérationnelles sur des sujets d'intérêt pour la profession. Et tout de suite, il a été entendu que ces mémentos ne seraient pas des ouvrages scientifiques complets sur un sujet, ni des guides techniques, mais plutôt des aides-mémoires là, qui pourraient rassembler dans un même document les points qui pouvaient nous sembler importants sur l'approche géologique des problèmes, sur des méthodologies d'études à mettre en œuvre et leurs limites, et aussi sur souligner des cas d'études particuliers qui pourraient nécessiter des attentions spécifiques. Jusqu'à présent, la rédaction a été assurée par des membres du Conseil, donc qui avaient aussi proposé les sujets avec des attentes de retour des membres du CFJI après la publication de ces mémentos, et il pourrait être envisagé, ou il sera envisagé d'ailleurs pour les prochains mémentos, certainement d'ouvrir les comités de rédaction aux membres volontaires du CFJI qui pourraient avoir une expertise sur le sujet. Donc pour rappel, il y a eu un mémento, le premier mémento qui a été publié donc en 2025, qui concernait les différents profils d'altération des roches, qui est disponible en France métropolitaine, qui est disponible sur le site du CFJI. Et donc qui peut être téléchargé, qui peut être relu, et on attend aussi des retours particuliers là sur les remarques ou des commentaires sur le contenu de ce mémento ou sur les parties qui ont été déjà rédigées. Donc je ne vais pas revenir sur les objectifs qui étaient de vulgariser les différents profils d'altération des roches et de définir en particulier les géométries possibles pour les horizons d'altération et pour donner des clés donc aux ingénieurs non géologues là, permettant d'optimiser des programmes de reconnaissance, d'ajuster des interprétations de ces programmes et de mieux intégrer dans les registres des risques et des incertitudes associés à ces profils d'altération. Donc il y a une organisation par grand type de roche où sont abordés ces différents aspects. Donc téléchargeable sur le site de l'IGN. Et donc le deuxième mémento qui fait l'objet de ce webinaire là aujourd'hui concerne donc la stabilité des talus rocheux. Alors il s'adresse plutôt aux ingénieurs géologues et aux géotechniciens, et il concerne aussi principalement les talus rocheux artificiels qui résultent d'opérations d'excavation et dont la hauteur est inférieure à la centaine de mètres. Alors, ça n'exclut pas les talus naturels, mais pour lesquels il existe éventuellement déjà pas mal de références ou de guides ou d'approches qui ont déjà été assez diffusées en assez grand nombre. Et il nous a paru important là pour ces talus résultant d'opérations d'excavation, que ce soit du génie civil ou éventuellement de l'exploitation de ressources minérales, de rédiger ce mémento, et dont les objectifs sont de 3 ordres: de fournir des éléments méthodologiques opérationnels pour mener des études de stabilité, d'attirer l'attention de certains types de massifs rocheux particuliers là, pour lesquels l'approche méthodologique pourrait être un peu problématique ou pourrait présenter des difficultés, et aussi d'illustrer certaines difficultés rencontrées dans le dimensionnement
de talus rocheux. Alors, que ces trois objectifs correspondent à peu près à l'organisation du mémato, et je vais vous les présenter un peu successivement là, dans les prochaines diapositives. Alors, j'ajoute que pour rendre la présentation un petit peu plus fluide, j'ai rajouté pas mal d'illustrations qui ne sont pas forcément dans le mémato, hein, mais qui permettent de supporter le discours. Alors, première partie du mémato concerne la méthodologie d'étude des stabilités rocheuses. Alors, il a rappelé en introduction que les massifs rocheux sont des milieux discontinus, hétérogènes et anisotropes, et que ces trois caractéristiques vont contrôler ensemble ou séparément le comportement mécanique et hydraulique du massif rocheux, et qu'à ce titre, l'expérience montre que chaque massif rocheux est un peu un cas unique et qu'il n'existe pas de solution de routine qui permette d'obtenir systématiquement la bonne réponse aux problèmes posés. C'était important donc de mettre en place une méthodologie bien maîtrisée, qui soit basée directement sur l'approche géologique et donc structurale des massifs rocheux, avec l'objectif de construire d'abord un modèle géologique qui permettra entre autres de partitionner le massif étudié en zones homogènes d'un point de vue lithologique ou structural, et donc de leurs propriétés géotechniques, de pouvoir sur chacune de ces zones considérer qu'on aura des homogénéités de comportement mécanique, et en n'oubliant pas effectivement que dans ce modèle géologique, il y a certaines zones d'accidents tectoniques, même si elles sont de faible extension à l'échelle du talus, qui doivent être traitées comme des sous-ensembles bien individualisés. Et sur chacune de ces zones définies dans ce modèle géologique, on complétera la détermination de paramètres mécaniques et hydrauliques à l'échelle du talus, qui permettra d'aboutir à un modèle géomécanique du massif rocheux. Le modèle géomécanique, là, tel qu'on l'envisage dans ce mémato, là, est bien sûr rattaché au modèle de terrain qui est défini dans l'Eurocode 7, et puis aussi au modèle de génie géologique qui est défini dans le guide technique qui a été rédigé par la commission 25 de l'AIGI, qui est disponible en anglais sur le site de l'AIGI, et dont le CFGI a fait une traduction en français qui devrait également bientôt être mise en ligne. Donc cette méthodologie en fait repose aussi sur des étapes successives, et la première étape bien sûr va concerner la caractérisation du massif rocheux, avec comme objectif de reconnaître donc des structures géologiques à diverses échelles, d'identifier des unités lithologiques, mais aussi spécialement des niveaux de faible résistance mécanique, en particulier les réseaux de discontinuité, leur attitude dans l'espace, de reconnaître aussi cette variabilité dans l'espace de ces structures et de ces matériaux à l'échelle du projet. Pour atteindre cet objectif, on met en œuvre des moyens de reconnaissance géologique, géotechnique et hydrologique assez classiques, levée de terrain, la géophysique, des sondages carottés, non carottés, destructifs, éventuellement des excavations peu profondes à la pelle. On fait aussi des suivis il faut faire aussi des suivis au niveau piézométrique et prélever des échantillons pour réaliser des essais de laboratoire. Alors, en n'oubliant pas, bien sûr, que ça peut paraître une évidence, mais que des sondages sont nécessaires, spécialement au niveau et en arrière du futur talus qu'on va excaver, et qui peut exister aussi une information gratuite relative à des talus qui sont déjà réalisés dans le voisinage ou sur des formations similaires. Alors les massifs rocheux sont, comme on a déjà expliqué, des milieux discontinus, et donc en fait peuvent être définis comme un assemblage de blocs de forme, de taille et de nature pétrographique différentes, délimités par des discontinuités plus ou moins développées, telles que des joints de stratification, des diaclases, des plans de foliation, de schistosité ou des failles. Et donc, en fait, ce massif rocheux peut être décomposé en deux parties, la matrice rocheuse qui va constituer ces blocs et le réseau de discontinuité qui va permettre justement de délimiter les blocs. La caractérisation du massif rocheux passe donc par une caractérisation de la matrice rocheuse, et en particulier d'un certain nombre de paramètres pétrophysiques et de paramètres mécaniques. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'en fait, toutes ces caractérisations de la matrice rocheuse sont réalisées par des essais de laboratoire qui sont standards, qui sont normalisés et pour lesquels il n'y a pas ça ne pose pas de problème particulier. Par contre, je vais m'étendre un peu plus sur la caractérisation du réseau de discontinuité qui délimite ces blocs.
et qui doivent être étudiés en détail par des reconnaissances de terrain à l'échelle du problème considéré, en particulier au moyen d'analyses statistiques en rapport avec justement cette variabilité naturelle de paramètres géométriques et mécaniques des discontinuités. Et qui dit analyse statistique nécessite effectivement de mettre en place une méthodologie bien contrôlée pour éviter des biais statistiques et obtenir des échantillons représentatifs du réseau de discontinuité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par discontinuité? On pourrait définir ça comme toute surface qui va interrompre physiquement la continuité de la matrice rocheuse et donc de ses propriétés mécaniques, hydrauliques et thermiques. Mais derrière ce terme très, très général, les discontinuités représentent en fait des types de surfaces très variés, dont l'identification géologique est nécessaire, puisqu'on va faire des approches statistiques qui imposent de travailler sur des échantillons homogènes de même nature morphogénétique. Et donc, il va falloir aussi reconnaître donc, ces différents objets géologiques que peuvent constituer donc, des diaclases, les plans de stratification, des failles ou des plans de schistosité. Et la reconnaissance géologique, l'identification géologique de ces éléments structuraux là, vont déjà fournir aussi un certain nombre d'informations là, sur ces différents objets. Alors, pour donner des illustrations, les diaclases ici sont souvent des surfaces plutôt planes, d'extension métrique à décamétrique, qui peuvent être dépourvues être plus ou moins rugueuses, avec éventuellement des enduits ou éventuellement des remplissages de matériaux beaucoup plus tendres. À une échelle un peu plus grande, on a des joints de stratification qui ont une extension beaucoup plus importante, mais qui peuvent aussi présenter à plus grande échelle des ondulations. Donc, on n'est plus sur des surfaces complètement planes, qui peuvent aussi présenter des ponts rocheux là, qui sont susceptibles effectivement de créer une résistance mécanique plus importante au niveau de ces discontinuités. Et autre exemple de plan de schistosité ici, qui correspond donc au débitage en feuillet de la roche sous l'effet de contraintes liées au métamorphisme. C'est des surfaces qui sont d'extension assez réduite, mais qui peuvent assez facilement se réunir par coalescence ou en formant une surface plus ou moins irrégulière de grande ampleur qui peut être à l'origine d'instabilité, comme le souligne la photo du bas, liée à donc une rupture dans ce type de matériaux. Alors, l'étude de ce réseau de discontinuité va nécessairement être basée sur des mesures sur le terrain qui vont nécessiter d'abord de définir des zones homogènes d'un point de vue structural. Et sur chacune de ces zones, on va faire des levées systématiques de discontinuité sur lesquelles, ici, on va effectivement, un schéma complet d'analyse va consister à mesurer donc les paramètres principaux paramètres qui sont listés ici sur le transparent, qu'on peut ranger en deux catégories, des paramètres plutôt géométriques, qui vont concerner l'orientation des discontinuités, leur espacement, leur extension, ou en tout cas la longueur des traces qui sont visibles sur le plan de mesure. Ces paramètres géométriques sont autant de paramètres qui vont contrôler la connectivité du réseau et donc l'anisotropie massif. Et puis, on a aussi des paramètres qui vont contrôler le comportement mécanique des discontinuités. En particulier, est-ce que les discontinuités sont ouvertes? Quelle est la nature du matériau de remplissage? Est-ce que les épontes sont altérées? Est-ce que les épontes présentent une rugosité ou une ondulation à plus grande échelle? Et est-ce qu'il y a une présence d'eau à l'intérieur de ces discontinuités? Et ces paramètres plutôt vont avoir une influence sur la résistance oscillalement qu'on va pouvoir mobiliser et aussi sur la dilatance que pourrait présenter la discontinuité. Alors, la méthode assez classique là, de levée de terrain consiste à réaliser ce qu'on appelle des lignes de mesure qui peuvent être réalisées sur un affleurement. Donc, c'est une ligne fictive qu'on va tracer sur un affleurement, ou ça pourrait représenter aussi l'axe d'un sondage carotté orienté. Et on va mesurer donc les paramètres d'orientation, d'espacement, d'extension, d'ouverture des discontinuités, de toutes les discontinuités qui intersectent cette ligne de mesure.
On peut aussi donc mesurer les paramètres d'ondulation et de rugosité, hein, et en particulier qui peuvent être abordés par l'intermédiaire d'un paramètre qui s'appelle JRC en anglais, Joint Roughness Coefficient, qui peut être réalisé, enfin, ou qui est souvent réalisé sur des discontinuités en carotte, en sondage carotté, mais qui peut être aussi réalisé sur le terrain à une échelle un peu plus importante, hein, où il s'agit donc de faire des profils de la surface de la discontinuité par rapport à un plan moyen, hein, donc avoir un profil de rugosité qu'on compare à des profils, à des chartes qui existent dans les littératures proposées par Barton à différentes échelles et qui permettent donc de définir cette valeur du paramètre JRC qui varie entre 0 et 20. Donc c'est une quantification un petit peu plus précise de ce paramètre. On peut aussi regarder de manière plus précise l'altération des épontes sur le terrain, hein, en estimant un paramètre qui s'appelle JCS, Joint Compressive Strength, donc qui peut être mesuré à l'aide du scléromètre au marteau de Schmidt. Hein, donc on peut faire plusieurs mesures sur la surface de la discontinuité pour obtenir une valeur donc entre 0 et 100 là, qui va caractériser le degré d'altération des épontes et donc de donner une sorte de résistance des épontes qui n'a pas grand-chose forcément à voir avec la résistance compression de la matrice rocheuse. Et puis, bien sûr, on va s'intéresser à la présence d'eau. Donc, une fois qu'on a caractérisé ces différentes discontinuités qui intersectent la ligne de mesure, bien évidemment, si on veut avoir une vision complète des structures massifs rocheux, il faut faire des lignes de mesure dans des directions différentes pour avoir un échantillon suffisamment représentatif. Et ben ensuite, on va s'intéresser à essayer de voir par type de discontinuité, hein, c'est-à-dire que on est sur des analyses un peu statistiques, donc on va distinguer les plans de stratification, les discontinuités et les autres éléments structuraux qu'on aura pu mesurer. Et la première chose qu'on fait en général, c'est essayer de voir s'il y a une organisation en famille directionnelle. Hein. En général, les discontinuités n'ont pas d'organisation totalement arbitraire, mais sont organisées en famille. Alors, en nombre plus ou moins important, qui dépendent aussi de l'histoire géologique et tectonique qu'a subi le massif rocheux. Et pour ça, on va mettre en œuvre des techniques assez classiques de projection stéréographique qui vont donc permettre d'identifier des familles, soit des rosaces d'azimuth du vecteur pendage, ou en général, on va plutôt aller sur des des isolines de densité de pôles qui vont permettre justement de localiser des concentrations de pôles sur un stéréogramme et d'identifier ainsi des familles de discontinuité. Alors, il faut rappeler quand même que ici, la notion de famille de discontinuité constitue toujours une certaine simplification de la réalité qui peut être parfois un peu excessive dans certains cas. Et donc, il faut toujours regarder ça de manière critique avec un œil de géologue. Si, par contre, on ne dispose pas d'affleurement de massif rocheux pour réaliser ces lignes de mesure et qu'on a uniquement que le massif rocheux est uniquement reconnu par des sondages carottés qui ne sont pas orientés, dont les carottes ne sont pas orientées, hein, donc ce qui ne permet pas de mesurer les orientations des discontinuités, on doit malheureusement la caractérisation du réseau de discontinuité ne peut se faire qu'au moyen d'indices globaux qui vont évaluer ou mesurer la densité de fracturation. Et donc, parmi ces indices les plus connus, il y a le RQT, hein, donc, qui est le rapport exprimé en pourcent entre la somme des longueurs de carotte dans un sondage carotté, donc par passe carottée, hein, je rappelle, par passe carottée, donc une somme des longueurs de carotte supérieure à 10 cm sur la longueur totale de la passe carottée. Et on peut aussi compléter cette mesure par ce qu'on appelle l'intervalle entre discontinuités, donc qui va être la moyenne des intervalles découpés par les discontinuités successives le long d'une ligne de mesure ou le long d'une passe carottée, ce qui correspond à peu près à la longueur moyenne des carottes. Et on peut suivre, regarder comment ces carottes vont comment ces paramètres, RQD ou indice de fracture entre discontinuités, vont évoluer en fonction de la profondeur pour opérer des zones où la fracturation serait beaucoup plus importante, mais ça ne donne pas d'informations précises ici sur
on peut pas définir de famille de discontinuité et leurs paramètres d'orientation avec ce type d'approche. Il faut bien sûr aussi s'intéresser au comportement mécanique de ces discontinuités. Alors on regarde souvent ici le comportement de discontinuité sans matériau de remplissage, hein, en tout cas à l'échelle où un matériau de remplissage peu épais par rapport à la rugosité des épontes. Hein. Sinon, le comportement mécanique sera contrôlé par celui du matériau de remplissage qu'il faudra effectivement caractériser. Et les caractéristiques mécaniques des discontinuités sont donc généralement obtenues par des essais de laboratoire, en particulier des essais de cisaillement direct, qui permettent donc de mettre en évidence des paramètres de résistance au cisaillement, de frottement ou de cohésion, et un paramètre géométrique qu'on appelle la dilatance. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails, on peut rappeler qu'effectivement, lorsqu'on prend le cas particulier d'une discontinuité plane et lisse, c'est-à-dire dépourvue d'aspérité, le comportement au cisaillement est uniquement régi par le frottement des épontes et le critère de rupture correspond à une droite qui passe donc dans le plan tau sigma là, qui va passer par l'origine hein, et la résistance au cisaillement donc est proportionnelle à la contrainte effective appliquée sur la discontinuité par l'intermédiaire de la tangente d'un angle de frottement qu'on appelle l'angle de frottement de base qui dépend uniquement de la nature minéralogique des épontes et de son degré, de son état de surface. Par contre, on sait que les discontinuités naturelles présentent donc une géométrie de surface qui est très irrégulière avec de nombreuses aspérités qui peuvent avoir des tailles et des formes variées et qui représentent donc différentes échelles de rugosité superposées. Et leur comportement au cisaillement donc, met en évidence trois paramètres fondamentaux. Une résistance de pic qui correspond à la résistance à laquelle les aspérités vont être cisaillées lors d'un essai de cisaillement. Une résistance résiduelle qui va plutôt caractériser le frottement des épontes une fois que les aspérités seront cisaillées après un déplacement important. Et un paramètre géométrique qu'on appelle la dilatance, hein, donc, qui est représenté donc, par le déplacement de l'éponte dans la direction perpendiculaire au plan de la discontinuité. Et lorsqu'on trace le diagramme déplacement normal par rapport au déplacement tangentiel, on obtient cette courbe de dilatance hein, et qui est caractérisée donc, par un angle de dilatance qui s'appelle IP, qui correspond à la pente de cette droite et de cette courbe et qui est maximum au point d'inflexion de la courbe de dilatance et qui correspond en général au pic de résistance au cisaillement, c'est-à-dire au cisaillement des aspérités qui vont être les plus aigus. Donc, par rapport à une discontinuité lisse et plane, la dilatance ici va induire une augmentation de la résistance de pic et elle dépend principalement donc de la rugosité des épontes, mais aussi de leur degré d'altération et aussi de leur niveau d'imbrication au niveau avant le cisaillement. Et donc, on peut, à partir de ces essais, définir un critère de rupture pour des surfaces naturelles, qui présente deux courbes. Une courbe correspondant à la résistance résiduelle, donc une droite classique qui passe par l'origine, et avec un angle de frottement qu'on appelle l'angle de frottement résiduel, qui est assez peu différent de l'angle de frottement de base. Et puis, la courbe correspondant à la résistance de pic, qui, elle, montre en revanche une courbure progressive, qui traduit donc une relation non linéaire entre résistance au cisaillement et contrainte normale. Alors on voit que pour les faibles valeurs de contrainte normale, donc à l'origine du diagramme, la pente de la courbe de la courbe est très élevée, hein, ce qui traduit ici plutôt le rôle ou l'influence des aspérités les plus inclinées. Et on peut aborder cette partie de la courbe par une droite qui ferait un angle avec l'origine donc de l'angle de frottement de base ou de l'angle de frottement résiduel plus justement de l'angle de dilatance. Donc ici, c'est bien les aspérités qui jouent un rôle majeur. Et quand la contrainte normale devient plus importante, la courbe va progressivement s'infléchir et devenir linéaire. Et pour une certaine gamme de contraintes, on peut aussi l'approcher par une droite ici tangente à la courbe qui met en évidence ici un angle de frottement de pic et aussi une cohésion
apparente qui donc n'exprime pas une propriété intrinsèque du matériau des épontes, hein, mais l'influence des irrégularités des épontes sur le comportement en cisaillement de la discontinuité. Donc on peut, par ces essais de laboratoire, obtenir ces critères de rupture, mais on sait aussi que l'interprétation de ces essais dans la pratique, la réalisation et aussi l'interprétation de ces essais n'est pas toujours facile, elle peut être un peu délicate. Et la détermination des caractéristiques de pic des discontinuités présente certaines difficultés en fonction pour apprécier aussi le rôle de la rugosité qu'il faut tenir compte dans l'interprétation de ces essais de laboratoire. Et donc, sur la base d'un certain nombre de travaux expérimentaux, Barton a proposé ici un critère de rupture semi-empirique, hein, dans lequel donc la résistance de pic dépend ici d'un angle de frottement de base, donc la tangente d'un angle de frottement de base, plus un terme ici qui peut être assimilé à un angle de dilatance. Donc, il va rendre compte du degré de rugosité des éponges par l'intermédiaire du paramètre JRC et qui va rendre aussi l'influence de la résistance de ces éponges par le paramètre JCS qu'on aura pu mesurer. Donc, c'est assez facile de faire au laboratoire des essais mécaniques qui permettent de déterminer cet angle de frottement de base. Et avec des mesures qu'on aura pu faire de JRC ou de JCS sur le terrain, on va pouvoir mieux approcher l'angle de frottement et donc la résistance aussi de ces discontinuités. Donc, pour vous donner une illustration, ici, on voit très bien, c'est des critères de rupture qui correspondent à différentes valeur du GRC. Hein, on voit que plus le GRC est élevé, plus la résistance au cisaillement est importante, et que pour une même valeur de GRC, donc les différentes courbes qui sont sur chacun des graphiques correspondent à des valeurs de JNC, de JCS croissantes, et on voit aussi que plus les valeurs de JCS sont élevées, c'est-à-dire moins les éponges sont altérées, plus la résistance au cisaillement est importante, et que ce paramètre se manifeste d'autant plus que la rugosité va être élevée. Alors la deuxième étape, ça va consister, une fois qu'on aura donc caractérisé le massif rocheux, ça va être d'identifier des mécanismes potentiels de rupture et de procéder à l'harmonisation numérique. Donc ça va se baser sur l'analyse donc des structures géologiques du massif et les paramètres géotechniques qu'on aura pu mettre en évidence. Et le but, ça va être d'identifier de manière exhaustive les scénarios réalistes et les plus critiques de rupture de talus. Et nécessairement, on va être obligé, ou amené en tout cas, à faire des simplifications des mécanismes critiques pour pouvoir construire, rechercher des modèles physiques et numériques qui permettront donc de quantifier le risque de rupture. Donc clairement, simplification dit qu'il faut toujours avoir bien conscience des simplifications réalisées pour apprécier donc la distance du modèle qu'on va mettre en œuvre à la réalité géologique. Et on peut aussi être amené à définir des moyens de contrôle lors des travaux d'excavation là, qui pourront permettre de comparer le comportement du massif réel à la réponse des modèles qu'on aura pu mettre en œuvre pour étudier la stabilité de ce talus et son dimensionnement. Alors l'hétérogénéité des massifs rocheux ainsi que leur caractère discontinu, donc caractérisé par une certaine densité de fracturation, pose un problème d'échelle. Hein. Il est clair que suivant l'échelle d'analyse, si on s'intéresse à un gradin de quelques mètres de haut, à un ensemble de gradins ou un talus qui va faire plusieurs dizaines de mètres de haut, le système naturel va changer de nature. Et c'est donc pas le même objet géologique et le même objet géomécanique dont il va falloir analyser la stabilité. Et donc forcément les mêmes mécanismes de déformation et de rupture qui vont être en cause. Alors, à petite ou moyenne échelle, qui est un peu l'objectif là de notre guide, qui va concerner un gradin de quelques mètres de haut, une dizaine de mètres de haut, et puis un talus qui pourra aller jusqu'à la centaine de mètres de haut. En général, l'objet géologique concerné
présente un caractère typiquement discontinu lié à la présence d'un réseau de 2 ou 3 familles de discontinuité et des mécanismes de rupture relativement simples, tels que les ruptures planes, les ruptures ondielles, les ruptures par basculement, donc qui dérivent directement du caractère discontinu du massif rocheux et que sont donc directement contrôlés par le système de discontinuité, constituent souvent une approche réaliste des mécanismes de rupture. Alors, dans d'autres circonstances, ce qu'on voit sur la droite, là, pareil, pour des talus qui pourraient faire des hauteurs un petit peu plus importantes et qui présenteraient des discontinuités de grande extension, on pourrait avoir d'autres mécanismes de rupture, hein, comme ceux qui sont montrés ici, hein, des ruptures de plaques avec glissement ou rotation de coins rocheux à la base, avec des phénomènes de flambement ou d'ouverture de blocs à la base par des points pivots. Donc, quoi qu'il en soit, ces mécanismes de rupture élémentaires là, qui donc ont une validité à petite ou moyenne échelle en talus rocheux sont assez facilement identifiables en appliquant des techniques de projection stéréographique, hein, où on va pouvoir regarder en fonction de l'orientation du talus quelles sont les relations géométriques qui existent avec les différentes familles de discontinuité qu'on aura pu identifier précédemment et identifier si des mécanismes de type rupture plane, diède ou basculement sont effectivement possibles ou pas. Et donc, dans un deuxième temps, maintenant qu'on aura donc identifié ces mécanismes de potentiel de rupture, il faut procéder à la modélisation numérique pour justement évaluer le risque de rupture. Et il faut contextualiser l'étude en précisant un certain nombre de points. Quelles sont les conditions de calcul qu'on va mettre en œuvre? Est-ce qu'on va donc on va définir l'objet d'analyse et son échelle? Est-ce qu'on s'intéresse à un gradin élémentaire, un ensemble de plusieurs gradins, un talus entier de grande hauteur? Il faut aussi caractériser le type de sollicitation mécanique. Hein. Est-ce qu'on s'intéresse à une stabilité alors à court ou ce qu'on appelle court ou moyen terme, c'est-à-dire où on peut admettre des taux de déformation ou certaines ruptures très localisées, du moins dans certains contextes bien définis, tels que par exemple les talus de mines à ciel ouvert ou de carrières là, qui sont en général placés sur surveillance. Est-ce qu'au contraire, on va s'intéresser à une stabilité à plus long terme où on va exiger des plus exigeants quant aux conditions de stabilité à considérer et considérer aussi certains scénarios d'évolution des propriétés mécaniques des matériaux au cours du temps ou des modifications du contexte hydraulique du massif, ou est-ce qu'on s'intéresse à des analyses de risque ou de danger qui conduisent à prendre en compte des sollicitations hydrauliques ou sismiques, par exemple, exceptionnelles. Il faut toujours garder à l'idée que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a fait une modélisation qui peut être une certaine qui a nécessité une certaine simplification peut-être du modèle réel, et donc garder l'appréciation entre modèle réel et modélisation numérique, en n'oubliant pas aussi que tous ces systèmes de discontinuité peuvent être assez complexes, qu'il y a une variabilité de ces paramètres mécaniques et aussi géométriques, qu'on a des connaissances parfois aussi sommaires des niveaux piézométriques. Et donc, ça nécessite tout ça de faire des approches paramétriques hein, pour bien évaluer le rôle ou le poids de ces différents paramètres hein, sur le résultat. Et aussi, dernier point, d'adapter le niveau théorique de sécurité qu'on va rechercher à la précision des données d'entrée qu'on a utilisées dans les modèles. Donc, on va procéder pour cela des modélisations qui peuvent conduire à évaluer la stabilité par des facteurs de sécurité où on peut, dans certains cas, faire un certain nombre de calculs en déformation un peu plus compliqués. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais bon, sur des mécanismes de rupture alimentaire, il est assez facile, effectivement,
d'évaluer la stabilité, d'estimer la stabilité, en tout cas par l'intermédiaire d'un facteur de sécurité, hein, qui est en général un rapport là, entre des forces résistantes et des forces motrices le long du plan de discontinuité qui est impliqué dans le mécanisme de rupture. Ici, pour de la rupture plane, c'est assez élémentaire. Et ne pas oublier aussi que dans ces discontinuités, on peut avoir des circulations d'eau, alors qui peuvent contribuer à atténuer les paramètres mécaniques des discontinuités, hein, limiter la rugosité, altérer les épontes, hein, mais surtout qui vont intervenir par des pressions d'eau là qui vont se mettre en place à l'intérieur de la discontinuité concernée dans le glissement. Et ici, pour le cas d'une rupture plane, on pourrait imaginer par exemple des scénarios plus ou moins critiques de distribution de pression d'eau, avec le scénario A qui correspondrait à des conditions donc en haut à gauche non drainées, c'est-à-dire que l'eau est présente sur toute la hauteur de la discontinuité, mais ne peut pas être évacuée à la base pour des raisons liées par exemple à du gel, ne serait-ce que ça. Et puis on peut progressivement considérer qu'il va y avoir un drainage possible du massif rocheux en fonction de la densité de fracturation de ce massif, avec un drainage à la base, un drainage intermédiaire et des drainages de plus en plus importants par des discontinuités qui viendraient recouper le plan de discontinuité impliqué ici dans la rupture plane. Alors si on calcule ici les résultantes ici des pressions d'eau là qui s'appliquent sur ces discontinuités, donc qui correspondent aux diagrammes triangulaires qui sont représentés sur les schémas, on voit très bien que ici on va pouvoir en augmentant le drainage ou en favorisant le drainage, diminuer cette résultante des pressions d'eau par un facteur 2, un facteur 4 ou un facteur 8, hein, si le massif est plus ou moins apte à se drainer tout seul, ou si on met en place des systèmes de drainage. Et donc ça conduit forcément Jean, là, juste, il reste oui. 20 minutes. Oui. Ça va conduire forcément, pour le cas de la rupture plane, là, à des coefficients de sécurité qui vont être affectés de manière importante, hein, qui peuvent diminuer de 10, 20, 40 ou 80%. Alors, rapidement, la dernière étape va consister à dimensionner les pentes et à définir des méthodes de surveillance et de confortement. Donc, c'est définir les pentes qui permettent d'assurer le niveau de stabilité requis, en considérant aussi des approches un peu technico-économiques qui permettent, basées sur des études paramétriques, pour apporter, en termes de coûts aussi, une aide à la décision pour le maître d'œuvre. Quels sont les volumes de matériaux à extraire, plus ou moins importants suivant l'angle de la pente, quel est l'impact et le coût de travaux de drainage de surface ou en profondeur, et l'impact des coûts de travaux de renforcement mécanique. Et c'est à ce stade aussi qu'on définira les dispositifs d'auscultation et de surveillance à mettre en œuvre. Donc cette méthodologie s'applique assez bien à tout un ensemble de massifs rocheux qui présentent donc plutôt une matrice rocheuse de nature homogène et résistante, ainsi qu'un réseau de discontinuité organisé là, suivant quelques familles bien marquées. Donc c'est plutôt le cas de massifs rocheux stratifiés en bandes, nature homogène, avec diaclase peu plissée ou peu tectonisée, ou de massifs de roches magmatiques peu altérés. Mais on a identifié tout un ensemble de massifs rocheux particuliers là, qui pour lesquels la méthodologie serait un petit peu plus délicate à appliquer et qui présenteraient donc des spécificités. Et donc le Mémato liste ces massifs rocheux, et pour chacun de ces massifs rocheux donne des informations sur les paramètres plutôt à prendre en compte. Et donc on va juste présenter là rapidement, Tristan va reprendre la main là-dessus pour parler des massifs sédimentaires, marno-calcaires. Tristan, tu prends la main? Ouais, c'est OK. Bonjour à tous. Donc, dans le cadre du Memento, donc, on a étudié plusieurs types de roches qui pourraient présenter des particularités. Et donc là, pour les marno-calcaires, alors on va d'abord démarrer par l'organisation du massif. Généralement, ces roches-là sont constituées par des séries sédimentaires qui sont en général bien continues et qui présentent des contrastes rhéologiques qu'on voit à l'échelle de l'affleurement. On a des alternances de bandes calcaires ou de calcaire marneux qui sont généralement assez compactes, assez dures, avec des interlits nettement plus tendres, des interlits marneux, et qui créent une hétérogénéité au sein du massif. La stratification dans ces roches est le plus souvent peu épaisse,
c'est de l'ordre de quelques décimètres à quelques mètres au maximum. Cette stratification est très persistante latéralement et elle joue un rôle structurant dans le comportement du massif. L'épaisseur des bancs et des interlits comprise entre quelques centimètres et quelques mètres. Les affleurements naturels tendent à être d'autant plus pentus que la proportion de bancs carbonatés compacts est importante. Donc, dans la nature, on trouve à l'affleurement ce type de formation quand elles sont très carbonatées. Quand on a des formations à dominante marneuse, généralement, ça forme des collines et on voit peu de roches à l'affleurement. Hop là, juste page. Donc, ce qu'on peut dire au niveau fracturation et altération, on a dit que les discontinuités qu'on va rencontrer, elles vont le plus souvent liées à la tectonique. Donc, risque d'avoir des diaclases subverticales ou obliques, des plans de cisaillement qui peuvent exploiter les interlits plus tendres. Et on voit régulièrement des interlits marneux qui peuvent être schistosés, notamment quand les zones elles ont été tectonisées et un peu métamorphisées. On peut trouver des failles normales gravitaires qu'on retrouve généralement dans les contextes de versants associés à des zones de chevauchement. C'est souvent le cas dans l'arc niçois, par exemple. Ces structures, elles sont souvent peu visibles, voire indétectables, avant la réalisation d'excavations, en particulier en l'absence d'un examen réalisé préalablement par un géologue. Donc, c'est un des points complexes, c'est que quand on va réaliser des excavations dans ces matériaux-là, assez souvent, on ne les voit pas à l'affleurement et c'est compliqué de mesurer. Donc, on va faire des mesures. Bon, on va pas faire des mesures, on va faire des investigations géotechniques qui vont nous permettre d'obtenir des mesures, mais qui vont apporter une quantité d'informations limitée par rapport à celle d'un affleurement. Et il faudra garder en tête aussi que c'est des formations qui sont généralement plissées et qui vont donc conduire à des configurations structurales qui peuvent être favorables lorsqu'elles sont en amont pendage et défavorables lorsqu'elles sont en aval pendage. Ces matériaux rocheux ont un comportement qui est un comportement évolutif. Elles ont une forte propension à l'altération, à la dégradation, notamment sous l'effet des agents météoriques, donc les fortes pluies, le gel, tous les événements météorologiques en fait conduisent à une dégradation des propriétés, notamment des interlits, et conduisent après à une dégradation du massif rocheux. Et on garde en tête que les interlits marneux jouent souvent le rôle de surface de glissement ou de décollement. On a pas mal de cas documentés où en fait on a des surfaces de cisaillement qui se génèrent dans les interlits marneux en fonction de la configuration structurale et qui peuvent conduire à des mécanismes d'écroulement. Au niveau du comportement mécanique dominant, donc ce massif se comporte rarement comme un milieu continu. Le type de formation rocheuse présente une forte anisotropie liée au litage, une faible résistance au cisaillement au niveau des interlits marneux ou des miroirs de faille qui traversent ces matériaux, les éponges étant fréquemment argilisées. Ça, c'est un point sur lequel il faut faire extrêmement attention. Dans ce type de massif, étant donné qu'on a une forte quantité d'argile qui le constitue, on a souvent des bourrages d'argile qui se font dans les discontinuités. Donc, on peut trouver des discontinuités avec des angles de frottement extrêmement faibles. Puisque là, la discontinuité de son comportement va être guidée par la nature du matériau qui constitue le remplissage. Et lorsqu'on a des remplissages argileux, on arrive à des valeurs de frottement interne qui peuvent être bien en dessous de 20 degrés. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Et enfin, on a une propension à la désagrégation d'éléments de taille réduite, pierres, petits blocs, sauf dans les secteurs où le massif rocheux présente des bancs compacts de forte épaisseur. Lors d'excavations anthropiques, la stabilité est congrue de manière combinée par le litage, la fracturation et les éventuelles circulations d'eau souterraine. Et là, on a deux exemples typiques de mécanismes de rupture dans ces matériaux-là. Le premier, en partie haute, c'est un éboulement de surface lié à l'altération du massif rocheux au niveau de talus rocheux anthropiques anciens. Là, on est dans les calcaires mianités du Crétacé supérieur à la Trinité. Et en fait, on a un mécanisme où la surface rocheuse, d'un coup, se déstabilise suite à de fortes précipitations et engendre un éboulement de tout petits éléments rocheux. Le deuxième cas qui est présenté en dessous est un peu plus compliqué. C'est un mécanisme de glissement plan combiné avec des mécanismes de basculement. Donc, on a un système en aval pendage avec des fractures plus ou moins orthogonales donc à cette inclinaison qui génèrent la possibilité au massif rocheux de glisser le long de cette stratification et d'exploiter les diaclases qui font basculer les blocs. Donc, c'est le type de mécanisme qu'on peut retrouver. Là, c'est pareil, sur un talus anthropique, un ancien talus anthropique qui a dégénéré suite à de fortes pluies en 2019. Voilà, Jean, là, je te redonne la main.
Alors, rapidement, il y a d'autres massifs rocheux, de types de massifs rocheux là, qui sont également abordés là, dans le guide, comme je l'ai montré tout à l'heure, et donc avec des approches un petit peu similaires pour mettre en évidence ce qui peut un peu différer par rapport à des massifs plus classiques, on va dire. Juste un point, le dernier, il y a une partie du memento assez importante là, qui concerne aussi des retours d'expérience sur des difficultés d'analyse de stabilité de talus rocheux, dont les causes peuvent être plurielles, hein, mais c'est des causes qui peuvent être liées à une connaissance trop sommaire du massif rocheux, soit une mauvaise appréciation de la variabilité des structures géologiques, qui sont parfois difficilement identifiables des reconnaissances de surface. Une deuxième cause qui peut être relative à la difficulté d'identifier les mécanismes de rupture potentielle, rendus possibles par éventuellement l'altération de la matrice rocheuse ou la présence de niveaux peu résistants de très faible épaisseur. Et une troisième cause souvent là, qui peut intervenir lorsqu'on utilise des logiciels qui sont mal ou non adaptés aux mécanismes de rupture potentielle présents. Et donc ces trois causes là sont illustrées par des exemples d'instabilité dans des mines à ciel ouvert. Alors, pourquoi des mines à ciel ouvert? Parce que ça constitue souvent des occasions importantes d'observer le massif rocheux et de mettre justement en évidence certaines situations critiques. Donc, j'ai sauté là, 2-3 slides là, qui permettaient d'illustrer, de donner une illustration pour arriver aussi à la dernière partie, conclusion du mémato, qui, sur la base des concepts présentés, des cas de figure exposés et de quelques cas d'études analysés, on termine par promouvoir donc une méthodologie d'étude des talus rocheux et leur dimensionnement qui respecte donc un certain nombre de principes qui sont lissés ici, de donner les moyens d'une reconnaissance géologique et géotechnique adaptée au cadre géologique concerné, développer une approche géologique et géomécanique rigoureuse permettant de reconnaître les mécanismes potentiels de déformation et de rupture du talus, utiliser à bon escient des moyens de calcul des modèles numériques par référence à ces mécanismes potentiels identifiés, et surtout mettre en œuvre des moyens de confortement adaptés, drainage ou renforcement mécanique permettant d'améliorer les conditions de stabilité, et reconnaître aussi qu'une probabilité de rupture existe toujours, même pour un talus qui est dimensionné suivant les règles de l'art. Et donc, il faut se donner aussi les moyens de pouvoir réagir par un suivi des travaux, déjà pour voir si les hypothèses qu'on a prises pour le dimensionnement continuent à être valables lorsqu'on réalise des travaux d'excavation, et une surveillance régulière, donc qui peut être basée sur une instrumentation de talus, donc suivant cela des principes de méthode observationnelle. Donc, je vous remercie pour votre attention. Désolé, ça a été un petit peu plus long que prévu. Et parce qu'il nous reste quand même quelques minutes, même si on peut dépasser peut-être l'horaire prévu là, pour des discussions, des questions, des remarques. Alors, je vais rappeler aussi que le memento sera mis en ligne prochainement et que, comme pour le précédent memento, on attend aussi éventuellement des retours de la part des gens qui pourraient le relire. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation du memento. Donc, nous avons 10 minutes. Alors, de toute façon, officiellement, ça se termine à midi, donc les déconnexions seront sans aucun problème, évidemment, à midi. Après, si certains voulaient prolonger un petit peu, on ne coupera pas la ligne immédiatement non plus, hein. Voilà. Alors, c'est le moment justement pour échanger. Si certains veulent, alors, soit écrire dans le fil de conversation et je relayerai à Jean-Alain et à Tristan, ou si vous voulez tout simplement allumer votre micro et prendre la parole, n'hésitez pas. Ça peut être aussi bien des remarques, des suggestions, des questions, etc. Ne soyez pas timide. Oui, alors Sarah Lafuerza, oui. Je me posais la question s'il serait intéressant d'évoquer la question de l'effet d'échelle quand on parle de ces paramètres mécaniques déterminés au laboratoire. Oui, mais bien évidemment. C'est quand même c'est abordé là, un peu dans le guide. J'ai Oui. pas forcément eu le temps de tout détailler là, mais effectivement, on s'interroge et on interroge ici comment la question de passer de l'échelle du laboratoire sur lequel on fait
des essais de laboratoire sur des discontinuités qui ont nécessairement des petites tailles et comment on peut passer à une échelle plus importante qui est donc l'échelle réelle des discontinuités qui seront mises en œuvre. On insiste aussi quand même pour rappeler là, que dans ce que j'ai montré dans la présentation, là, que les mesures sur des paramètres tels que la rugosité ou l'altération de les pontes peuvent se faire aussi directement sur des affleurements. On peut déjà avoir des informations qui concernent une échelle un petit peu plus importante que le morceau de discontinuité qu'on pourrait récupérer dans un sondage carotté. Mais c'est effectivement un point, une question pertinente de toute façon. Et effectivement, les mécanismes de rupture aussi, on a vu aussi qu'ils peuvent aussi dépendre de l'échelle d'analyse qu'on va considérer, quoi. Merci. Merci à Sarah pour la question. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, Alexis Series. Et bonjour. Bonjour Tristan, bonjour Jean-Alain. Du coup, merci pour la présentation. Du coup, moi, j'aurais une question. Donc, la stabilité des talus rocheux, elle est vraiment dépendante des mécanismes de rupture identifiés. Moi, j'aurais une question. Est-ce que dans ce guide dans le même temps que vous préparez, est-ce qu'il y aura un REX avec une collection, on va dire, de types de rupture ou un retour d'expérience sur différents types de ruptures de talus rocheux qui montrent comment ont été déterminés ces mécanismes pour illustrer un peu la variété qu'on peut avoir sur ces objets-là. Il n'y aura pas forcément des règles sur tous les mécanismes de rupture de rupture possible, mais il y a un certain nombre, effectivement, soit de cas d'études qui sont abordés, là, de retour d'expérience, sur des problématiques d'exploitation minière, là, mais qui sont applicables tout à fait ou transposables à des excavations aussi de génie civil, et puis aussi pour les différents types de massifs rocheux qu'on a considérés comme un peu particuliers, là, il y a aussi des mécanismes de rupture particuliers qui sont proposés. Donc il y a quand même un peu du retour d'expérience du terrain qui permettent d'apporter des éléments complémentaires par rapport à la méthodologie générale qui est présentée, quoi. Après, on ne va pas, par exemple, les mécanismes de rupture, c'est pas prévu dans ce cadre-là. Alors après, on peut toujours faire évoluer le mémento si il s'avérait qu'il y ait des demandes peut-être plus particulières, mais c'est pour ça que les retours, lorsqu'il sera complètement mis en ligne, hein, donc ce qui ne saurait tarder, sont de toute façon pertinents et intéressants et seront pris en compte. D'accord, merci. On peut imaginer aussi, par exemple, un autre exemple, là, que sur les retours d'expérience dont j'ai pas eu beaucoup de temps de parler là, mais ils puissent être agrémentés par d'autres retours d'expérience de cas d'études qui sont particulièrement pédagogiques ou particulièrement intéressants à présenter, qui pourraient venir compléter le guide. Merci bien. Alors, il y a une question dans le fil que je vais te relayer ou vous relayer, Tristan et Jean-Alain, c'est quelle est la différence entre la stabilité des talus rocheux et en sol? La différence est assez fondamentale, on va dire. C'est que les massifs rocheux, là, donc, sont effectivement des milieux qui sont discontinus et que c'est ces discontinuités qui, en général, vont gouverner le comportement mécanique et donc qui vont gouverner aussi qui vont contrôler les mécanismes de rupture, quoi. Alors, les sols, les massifs de sol sont des milieux qui sont plus continus. Alors, ils peuvent être aussi hétérogènes et anisotropes, certainement, mais c'est en général des matériaux qui sont quand même beaucoup plus continus et pour lesquels les mécanismes de rupture assez classiques là, sont plutôt des formes soit des glissements plans peuvent exister dans certains matériaux, ou soit dans les matériaux à cohésion, on va plutôt avoir des glissements en loupe, donc qui peuvent être étudiés par des surfaces de rupture circulaires. Et il y a peut-être au moins aussi de variabilité dans certains paramètres dans les massifs de sol que dans les massifs de roche.
Merci. Alors ensuite, il y a Christian Franck qui demande, donc après t'avoir remercié Jean-Alain, le mémato aborde-t-il les aspects propagation? Non. 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 Donc Non, réponse non. c'est Voilà. vraiment l'étude de la stabilité des massifs rocheux. Hein. Ce n'est pas l'étude de la propagation des éboulements rocheux. Merci pour la réponse. Et identifier l'aléa, on va dire, et puis Oui. parler C'est du des constats. dimensionnement, quoi. Ok. Juste un petit complément. En fait, à la base, l'idée du guide, ça a été de s'apesantir plus sur tout ce qui est, on va dire, talus anthropique, parce que ces talus anthropiques nécessitent à la fois de la donnée géologique et de la donnée géomécanique, et sont en général plus complexes que aller vérifier, on va dire, un aléa d'écroulement ou d'éboulement sur des falaises naturelles. On a souvent le problème avec les carrières, les fronts rocheux anthropiques, c'est que ce sont souvent des fronts qui peuvent encore évoluer, sur lesquels on peut avoir des surprises ou qui peuvent mal se comporter après des fortes précipitations qui n'ont pas encore été connues. Donc, on va dire que c'est plus cet aspect-là qui a été travaillé, quoi. Merci. Ensuite, on a une question. Vincent Faudou a levé la main. Donc, Vincent, si vous voulez bien mettre le micro, peut-être. Oui, bonjour, merci pour Bonjour. bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur l'intérêt, enfin, plus de détails sur le RQD, parce qu'il m'a semblé entendre pendant la présentation que cette technique était appliquée quand on n'a pas de visibilité sur le talus rocheux. Alors, peut-être que j'ai mal compris, hein, et que du coup en fait cette technique enfin par carotté du coup ne permettait pas de connaître la direction, enfin la direction des plans et la limite des plans. Et donc en fait je me demandais de l'intérêt parce qu'en fait ce qui est quand même important pour l'étude de stabilité rocheuse, ce qui a d'ailleurs été présenté principalement ici, c'est quand même d'avoir une connaissance précise des différentes familles de plans et de reconnaître les mécanismes de rupture potentielle. Donc en fait, j'avais du mal à comprendre en fait du coup l'intérêt du RQD. Alors, enfin, je peux répondre. Ouais, vas-y, Il est effectivement clair que l'idéal pour faire ces analyses de stabilité, c'est effectivement de pouvoir identifier des différentes familles de discontinuité et d'avoir des informations sur leur orientation, leur pendage, leur extension et leur espacement. Alors ça peut effectivement être défini lorsqu'on a un affleurement ou lorsqu'on a une tranchée d'excavation expérimentale ou je sais pas quoi, là, sur laquelle effectivement on peut faire des mesures sur un massif rocheux. Quand on fait des reconnaissances, en général, c'est vrai qu'on a souvent que des forages, alors des forages qui sont carottés en général. Lorsqu'on fait des forages carottés, on va récupérer effectivement des fragments de carottes. Mais on sait que ces fragments de carottes tournent lorsque on récupère le carottier. On ne sait pas très bien quelle est l'orientation des discontinuités qui délimitent ces fragments de carottes. Donc, soit il existe des techniques qui permettent de réorienter les carottes de sondage. Il existe aussi maintenant d'autres techniques de BHTV qui vont permettre de descendre des caméras pour avoir une image, une photo de la paroi du sondage qu'on aura réalisé. Et connaissant l'orientation et l'inclinaison du sondage, on va pouvoir, à partir de là, reconstituer effectivement les orientations et l'épandage réel des discontinuités. Mais si on n'a pas ça, on n'a que des fragments de carottes et la seule façon de pouvoir évaluer ou estimer la degré de fracturation, là, c'est de mesurer les longueurs de ces fragments de carottes et de déterminer donc ces deux paramètres qui sont assez classiques de RQD qui vont effectivement identifier des zones particulièrement fragmentées, puisqu'on s'intéresse là à des carottes qui vont avoir une longueur supérieure à 10 cm, donc on va exclure les zones fragmentées, ou de manière un peu plus précise, le RQD n'est pas forcément discriminant. Si vous avez une fracture tous les 11 cm, une fracture tous les mètres, ça vous donne un RQD de 100%.
Et pour autant, ça peut être quand même assez différent en termes de fracturation, de densité de fracturation. Donc là, on peut regarder plutôt l'espacement entre les discontinuités, là, qui est une information qui est peut-être un peu plus discriminante. Mais c'est tout ce qu'on peut faire là, si on n'a que des sondages carottés, je dirais non orientés. Et donc, on peut mesurer effectivement ce type de paramètres qui sont un peu globaux. Alors maintenant, si on est capable de réorienter les carottes, on pourra remesurer des discontinuités et leur orientation réelle et leur pendage réel. Si on est capable d'avoir aussi des mesures d'imagerie de paroi, on va voir, il y a des techniques là, qui permettent effectivement de reconstituer les orientations réelles et pendages des discontinuités visibles sur l'orientation, sur les images, quoi. Et juste pour compléter, la technologie de scanner optique en forage, ça se pratique régulièrement, mais par contre, ça marche très difficilement dans les rochers très, très dégradés. Parce qu'en fait, le matériel qu'on utilise coûte très cher et on ne veut pas risquer de le perdre. Donc, ça s'applique pour des massifs rocheux de plutôt assez bonne qualité. Et enfin, c'est des techniques qui sont récentes. Et en fait, il y a une vingtaine ou 25 ans en arrière, on n'utilisait pas ça, quoi. Donc, c'est tout nouveau, quoi. Évidemment que c'est beaucoup plus pratique d'avoir du scanner optique en forage et de pouvoir à ce moment-là analyser les discontinuités qui traversent le massif rocheux, avec juste un bémol, c'est que ça doit être fait par quelqu'un qui est géologue, parce que sinon on mesure n'importe quoi. J'ai déjà vu le cas plusieurs fois, donc attention à ça. Alors, on a Merci. certains. Merci pour vos Merci, réponses. Merci. merci Vincent. Alors, monsieur ou madame Fressine. Oui, c'est Madame Magali Fressine. Bonjour, écoutez, je vous remercie déjà infiniment pour cette présentation. Voilà, et puis pour tout le travail que vous avez fait, super. Moi, je suis mécanicienne des roches, hein, je travaille en tant que consultante. Voilà, je donne effectivement dans le milieu de l'ingénierie. J'ai plein de questions, mais je pense que je vais attendre de voir votre rapport pour un certain nombre de choses. Mais sans doute que voilà, il y aura des réponses à l'intérieur. J'avais, pour rebondir, et ça fait rebondir un petit peu sur ce qu'on vient de dire, enfin sur ce que vous venez de dire là sur les campagnes de reconnaissance et notamment sur les analyses structurales en forage. Est-ce qu'il y aura des recommandations, des prescriptions justement pour aider à la réalisation, l'élaboration des campagnes géotechniques? Parce que c'est vrai que il y a besoin parfois même d'un bon cadrage en fait des données qu'on demande, et notamment pour les mesures en forage, aussi sur les notions de biais d'observation qui peuvent être là. Enfin, peut-être que c'est des choses que vous avez dit, mais voilà, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que ça sera détaillé dans le memento? Pas vraiment, pas complètement en tout cas. C'était plus l'idée initiale là, c'était comme je l'ai dit là, d'avoir une sorte d'aide-mémoire là, qui souligne donc l'importance des approches géologiques, les méthodologies à mettre en œuvre, des cas d'études qui peuvent un petit peu être spécifiques et s'éloigner d'une approche un peu générale. C'est pas un guide technique qui va préciser aussi donner des informations ou des bonnes pratiques sur la façon dont il faut faire telle ou telle campagne géotechnique ou telle ou telle mesure, quoi. C'était pas tout à fait comme ça que ça a été conçu initialement, quoi. D'accord. Il existe certainement, je pense, dans le guide, on renvoie aussi à un certain nombre d'ouvrages bibliographiques là, qui seraient plus complets sur le sujet. Alors peut-être que oui, on pourrait noter un certain nombre de références. Pardon? Ça pourra toujours le cas faire d'une version indicée dans le futur. Oui, après on pourrait étoffer, si effectivement il y avait un besoin plus spécifique sur des choses peut-être plus opérationnelles. Voilà. Ouais. Et j'avais une petite dernière question, je me permets, c'était sur le suivi. Enfin, le suivi, effectivement, de retour d'expérience, j'ai fait pas mal de talus rocheux où on fait effectivement de l'instrumentation et on est toujours un petit peu embêté en fait pour définir des seuils. Ouais,
Et est-ce que c'est bon, bien sûr, on ne peut pas répondre de manière unilatérale à ce genre de choses, et j'imagine que vous en parlez à l'intérieur. Voilà, savoir si vous avez, en termes de retour d'expérience aussi, des éléments. Et puis, par rapport à ça, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur un certain nombre d'ouvrages et de chantiers. Ça date de maintenant de 20 ans, voilà. Enfin, sur la 89, où il y avait une vingtaine de déblais rocheux qui avaient été excavés. ASF a beaucoup de données, donc en retour d'expérience. Bon, bien sûr, il y a malheureusement le déblai du 214, voilà, qui est assez connu, qui a été un peu dramatique et où il y a eu un grand. Mais il y a plein d'autres déblais, enfin, qui est encore actuellement, voilà, qui ne peuvent pas être divulgués effectivement pour l'instant, mais il y a plein d'autres déblais dessus, mais pas beaucoup avec de l'instrumentation. Donc, voilà, moi, je suis toujours intéressée par avoir des retours d'expérience sur des seuils d'instrumentation, voilà, parce que c'est quelque chose dont on ne répond pas de manière unanime et facile, mais les retours d'expérience sont vraiment intéressants, quoi. Oui, c'est un sujet vaste, voilà, qui n'est pas abordé là, de manière aussi complète que ça, là, dans le détaillé dans le guide. Alors moi, je suis plutôt issu du monde de la mine et de la carrière, et donc effectivement, dans les grosses mines à ciel ouvert, il y a un certain nombre de retours d'expérience là sur des suivis ou éventuellement aussi sur des suivis de glissement de terrain naturel, des choses comme ça là, mais qui ont fait l'objet de publications scientifiques. Par contre, sur des travaux d'excavation dont vous faites mention, là, moi, j'avoue, je ne connais pas très bien. On a des exemples de retour sur des opérations de terrassement en milieu rocheux, notamment du côté de Monaco, mais c'est souvent des opérations où on a des travaux lourds de confortement. C'est pas du talus, on va dire, du talus incliné sans dispositif de renforcement. Mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des choses qui peuvent aussi être complétées. Les exemples peuvent être complétés dans une nouvelle version du guide dans le futur, hein. C'est un document qui est apporté à évoluer de toute façon. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments. En tout cas, je serais ravie de le lire et puis si j'en ai la disponibilité d'apporter quelques juste remarques pour à ma mesure, quoi. Voilà. Merci. Oui, avec Merci plaisir, beaucoup. merci. Alors, on avait Nicolas Gabory là, qui a levé la main depuis un certain temps. Oui, merci. Merci pour cette présentation. J'avais aussi une autre question sur également le retour d'expérience. Quand je vois la formule de Barton avec le paramètre de rugosité, je me dis qu'on a une bonne variabilité selon le visu qu'on a sur la rugosité. Par exemple, j'aurais du mal à vraiment faire la différence entre un JRC égal à 10 à 12 et un égal à 18 à 20. Donc je me demandais si vous aviez des idées, des retours d'expérience par rapport aux facteurs qui sont usuels. Je sais pas si c'est en fonction de la lithologie ou d'autres paramètres. Il y a en fait, il y a comment on appelle ça, des schémas qui s'utilisent et qu'on applique sur le terrain, en fait, pour comparer la rugosité d'une carotte et la rugosité type, on va dire. Mais c'est ce principe-là qui est pratiqué, en fait. Donc, on va dire qu'il faut avoir d'expérience, quoi. Ouais, donc c'est du cas par cas. Ouais, c'est du cas par cas, ouais. Ok. Merci bien. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si Magali, vous aviez voulu reprendre la parole ou c'est que vous avez oublié de fermer la main levée. Alors, si vous nous parlez. Voilà. Excusez-moi. D'accord. Alors, donc, Alexis Serriès a relevé la main, ça a l'air d'être sûr, en revanche. C'est sûr, après, si quelqu'un a une question à la place, il n'y a pas de problème, j'ai déjà eu la parole. Peut-être juste une remarque là pour Magali, pour l'instrumentation. Moi, j'ajouterais que l'instrumentation dépend de la cinétique aussi des mécanismes.
Et sur là, ce qui me semble avoir été abordé dans la présentation, c'est plutôt des mécanismes discontinus et souvent liés à une cinétique brutale, pour lequel ça peut être assez complexe de faire l'instrumentation, il faut peut-être voir au cas par cas. Par contre, il y a des mécanismes du coup plus lents, bon, pour des glissements de terrain par exemple, où on peut avoir une cinétique qui permette d'instrumenter. Et ça m'amène du coup à une question, c'est que dans ce guide-là, c'est vraiment centré sur les mécanismes discontinus. Est-ce qu'il y aura un laïus justement pour ce qui relève du milieu continu équivalent sur une possibilité d'application ou est-ce que ce sujet sera traité quoi, est-ce que le sujet du milieu continu équivalent, parce que par exemple en tunnel, du coup j'ai une expérience aussi en travaux souterrains où dans le guide de l'AFTES on a clairement une ABAC qui permet, la modélisation du milieu rocheux en tant que discontinu ou continu équivalent fait l'objet vraiment d'une étape dans le mécanisme d'étude. Est-ce que c'est quelque chose qui sera abordé dans ce memento? On a fait un memento dans le scope du memento, là, c'était effectivement des talus d'excavation dont la hauteur ne dépasserait pas la centaine de mètres, quoi. Donc, à ces échelles-là, en général, dans la plupart des massifs rocheux, on est quand même effectivement sur des mécanismes de rupture qui sont plutôt contrôlés par les réseaux de discontinuité. Ce qui pourrait être assez différent si effectivement on s'intéressait à des talus qui pourraient faire plusieurs centaines de mètres de haut. Par exemple, dans des grandes excavations minières, on peut avoir des minacés ouverts avec des talus qui font 500, 600, 700 mètres de profondeur. Et donc là, effectivement, il y a une stabilité à une échelle du talus qui doit être considérée et pour laquelle, oui, dans bien des cas, on est obligé un peu de faire de l'homogénéisation et d'aller vers des milieux continus équivalents, quoi, pour faire des calculs de stabilité. Donc c'est pas trop le scope du mémato là. On évoque quand même, peut-être aussi certains massifs quand même comme les flyschs, où on a effectivement des massifs discontinus, mais à une échelle qui est très petite et qui fait que même pour des talus qui feraient quelques dizaines de mètres de haut, on a plutôt à faire effectivement un massif, on va dire, fracturé de manière assez homogène, donc pour lesquels effectivement cette approche d'homogénéisation et de milieu continu équivalent peuvent se poser, quoi. Donc on évoque ce point-là, mais c'est pas abordé de manière détaillée dans le mémato parce que ça sortait un peu du cadre, on va dire. Ok, parce que je pense par exemple